Bonjour, bienvenue à l'Observateur Éco. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un chantier majeur qui touche directement des millions de Marocains, la généralisation de la protection sociale. Lancée en 2021, cette réforme ambitieuse vise à garantir une couverture médicale et sociale élargie, notamment à travers l'intégration des travailleurs non salariés et des catégories les plus vulnérables. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS, qui nous apportera son éclairage sur l'état d'avancement des réformes en cours et des défis à relever. M. Hassan Boubrik, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Alors, pour commencer, où en est aujourd'hui le projet de la généralisation de la protection sociale? Comme vous le savez, la loi cadre sur la généralisation de la protection sociale, qui a été approuvée en 2021, prévoyait 3 étapes majeures. Très bien. 2021-2022 pour la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, 2023-2024 pour les aides sociales directes, et puis 2025 pour la dernière étape qui concerne la généralisation des pensions et de l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi pour tous les travailleurs qui ont un emploi stable. Alors, la généralisation de l'ABO a été effective dans les délais, selon le planning qui était prévu par la loi cadre, puisque en décembre 2022, nous avons pu intégrer les travailleurs non salariés dans le régime AMO-TNS. Et également, le 1er décembre, nous avons intégré la population qui bénéficiait auparavant du RAMEL, du régime d'assistance médicale, dans le cadre de la Motadamon. Je rappelle que le 1er décembre, c'est 4 millions d'assurés principaux qui ont été intégrés dans la Motadamon. Avec le rayon droit, on parle à peu près de 10 à 11 millions de bénéficiaires qui ont été intégrés en une seule fois et qui ont commencé à consommer et à déposer leur dossier de remboursement le jour même. Pour les travailleurs non salariés, nous avons intégré au départ à peu près 1,8 million de personnes. Et si on compte leurs ayants droit, c'est à peu près 4 ou 4,5 millions de personnes qui ont été intégrées. Alors, par rapport à l'intégration des travailleurs non salariés, quels ont été les défis principaux rencontrés? Alors, d'abord, j'ai parlé de chiffres. On était à 1,8 million de travailleurs non salariés immatriculés au niveau de la CNSS. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1,7 parce qu'il y a eu à peu près 100 000 qui ont été radiés suite à un processus de radiation demandé par ces personnes-là auprès ce qu'on appelle des organismes de liaison. Alors, 1,7, avec leurs ayants droit, c'est 4 à 4,5 millions de bénéficiaires de la MOTNS. Le principal défi, peut-être je citerai 2 défis. Le premier, c'est d'emporter l'adhésion de ces gens-là et de les amener à cotiser, à être réguliers dans leurs cotisations. Parce que, comme vous le savez, le bénéfice, pour avoir un droit ouvert, il faut être régulier de ces cotisations-là. Et donc, comment amener ces gens-là à la fois adhérer et à être régulières de leurs cotisations. Le deuxième défi auquel on s'est peut-être heurté, c'est aussi un défi qui concerne parfois la fiabilité des données. Parce que, par exemple, si on prend les agriculteurs, au départ, c'est ce qu'on appelle les organismes de liaison qui nous fournissent les données. Donc, ils nous envoient des données signalétiques des personnes qui entrent dans leur champ d'intervention. Pour les agriculteurs, c'est le ministère de l'Agriculture. Pour le commerce et pour les artisans, c'est le ministère de l'Artisanat. Et ainsi de suite. Et donc, nous, on reçoit ces données signalétiques, c'est-à-dire le nom, le prénom et la CIN de ces personnes-là, et on les intègre, on les immatricule et on les intègre dans le cadre du régime. Et puis, on prend contact avec ces personnes-là pour les inciter à la fois à déclarer leurs ayants droit, leurs conjoints et leurs enfants, et à s'acquitter de leurs cotisations. Et ces registres-là qui sont tenus par des organismes de liaison, notamment pour les catégories les plus importantes, les artisans et les agriculteurs, il a fallu un peu de temps pour les affiner. Et donc ça, c'est un travail sur les données qui est en train d'évoluer, notamment avec la mise en place du registre national des agriculteurs et du registre central des artisans. Je pense à partir de là, on aura demain des données beaucoup plus fiables pour cerner cette population-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un processus qui n'est pas simple. Nous réalisons des progrès significatifs parce que, juste pour donner quelques chiffres, nous étions, il y a 1 an à peu près, à 13% de la population des TNS qui avait des droits ouverts. 13% uniquement. Aujourd'hui, nous sommes à 30%.
Donc c'est une évolution qui est considérable, Bien sûr. significative. En termes de créances recouvrées, nous étions à peu près à 20-21%. Aujourd'hui, nous approchons des 40% de la créance qui est recouvrée. Et donc, au fait, il faut être pragmatique. Il faut beaucoup de communication avec ces gens-là. Il faut un travail avec les organismes de liaison et avec les associations professionnelles, et un travail de terrain. Et puis, il faut aussi tout l'arsenal juridique qui nous aide à les amener. À la fois, il faut de l'accompagnement, mais il faut aussi un peu de coercition, parce que je rappelle que le régime AMO est un régime d'assurance maladie obligatoire, que si vous êtes travailleur non salarié, vous avez l'obligation d'adhérer au régime et de payer vos cotisations. Alors, l'arsenal juridique est en train de se mettre en place, et notamment le fait de lier toute subvention ou aide de l'État à la régularité vis-à-vis de la CNSS. Nous avons aussi les moyens de recouvrement de la CNSS qui se sont renforcés considérablement. Et je pense qu'avec cela, nous allons arriver dans les prochains mois à intégrer encore plus de population et donc avoir une adhésion qui est plus forte de la population des travailleurs non salariés. Mais encore une fois, si j'ai un message à passer aux travailleurs non salariés, c'est que le régime est obligatoire. C'est un régime qui repose sur la solidarité et la mutualisation, donc il ne faut pas attendre d'être malade pour vous dire, là, je vais commencer à payer. Et deux, la loi prévoit aujourd'hui un délai de carence, c'est-à-dire que si un TNS, un travailleur non salarié, a plus de 6 mois d'impayés, non seulement il va devoir s'acquitter des 6 mois d'impayés, mais il va devoir attendre 3 mois pour pouvoir bénéficier. Et pendant ces 3 mois, il peut avoir une urgence, une dépense considérable, à laquelle il ne pourra pas faire face et le régime ne pourra pas le couvrir. Donc, mon message, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être malade. L'AMO est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement utile. Ça vous protège. Il faut absolument adhérer et s'acquitter de ces cotisations et être régulier. Les cotisations ne sont pas à des niveaux qui sont excessifs. On parle pour les TNS, pour une grande partie de la population, pour des cotisations qui s'échelonnent entre 160 à 200, 210 dirhams par mois et qui permettent de couvrir largement à la fois la personne, son conjoint et ses ayants droit. Donc, encore une fois, il ne faut pas que les travailleurs non salariés attendent, et il faut qu'ils adhèrent. C'est dans leur intérêt et ça les protège. Alors, on passe à AMO Tadamun. Comment évaluez-vous l'impact aujourd'hui de l'AMO Tadamun depuis son déploiement, et quelles mesures sont prévues pour améliorer son accessibilité aux assurés? L'impact pour la population qui bénéficie de l'AMO Tadamun est considérable. Il ne faut pas oublier que c'est une population qui, pour une partie importante, était dans l'ancien régime Ramed. Le régime Ramed donnait accès uniquement au public, au secteur public, pour se soigner. Et deuxièmement, si vous allez à l'hôpital, mais qu'on vous prescrit des médicaments ou des analyses, ou vous faites une radio à l'extérieur, vous n'êtes pas remboursé de vos dépenses de médicaments. Il n'y avait pas de prise en charge. Il n'y avait pas de prise en charge, y compris sur la partie médicaments, sur la partie radiologie, sur la partie, par exemple, biologie. Et donc, aujourd'hui, ces personnes-là, dans le cadre de l'AMO Tadamun, ont un accès indifférencié à la fois au secteur privé et au secteur public. Le secteur public, il bénéficie d'un avantage considérable par rapport aux autres populations, puisqu'ils sont en tiers payants et qui n'ont pas à payer le ticket modérateur. C'est-à-dire, quand ils arrivent à l'hôpital public, ils se font soigner et ils sortent, ils n'ont absolument rien à payer, puisque l'hôpital facture directement à la CNSS et le ticket modérateur est pris en charge par le budget de l'État. Donc c'est un avantage qui est considérable, mais aujourd'hui ils peuvent aller également dans le privé, et je peux vous dire que ça change la vie des gens. Je vais donner juste un exemple. Nous avons eu 2 ou 3 prises en charge. D'ailleurs, le 1er décembre, on a commencé l'AMO Tadamun a démarré. On avait une prise en charge pour une opération à cœur ouvert pour un bénéficiaire de l'AMO Tadamun dans le secteur privé. Très bien. Le secteur qui n'a rien payé. Qui n'a rien payé puisqu'il était pris en charge. Un autre exemple, nous avons pris en charge un petit enfant qui nécessitait des soins à l'étranger. Parce que ces soins étaient absolument vitaux et qui ne pouvaient pas être prodigués ici au Maroc. Jamais ces personnes-là n'auraient pensé qu'un régime les couvrirait avec dans ce sens-là et avec cette force-là. Donc encore une fois, ça transforme la vie des gens. Et je terminerai par un dernier chiffre. Aujourd'hui, l'AMO Tadamun, c'est à peu près 50 000 dossiers par jour qui sont traités par la CNSS. Et ces 50 000, c'est 50 000 hommes et femmes, 50 000 enfants
Oui, qui bénéficient aujourd'hui des soins et qui ont un accès plus facile aux soins. C'est pas simplement des chiffres, encore une fois, c'est des personnes qui sont derrière ça et qui voient la qualité de leur vie changer, à la fois dans le public et le privé? à la fois dans le public et dans le privé. Alors justement, sur la Motadamone, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers temps, notamment ce rapport du CES, Conseil économique et social environnemental. Il a signalé que certaines catégories de personnes vulnérables auraient été omises dans le déploiement de la Motadamone. Et puis, il y a aussi le deuxième volet, c'est qu'il y a 8 millions qui n'ont pas accès aujourd'hui à la couverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors sur la Motadamone, c'est très clair. Oui. Nous avons pris tout le stock qui était dans la partie RAMED. Tout le stock. Tout le stock. C'est toutes les personnes qui, au 30 novembre Mhm. 2022, figuraient dans la base de données du RAMED, Oui. qui nous a été transférée par l'ANAM, par l'Agence nationale de l'assurance Oui. maladie, parce que c'est elle qui était gestionnaire des immatriculations dans le cadre du régime RAMED. Toutes ces personnes-là ont été versées automatiquement dans la Motadamone. Très bien. Et on a donné à peu près 12 mois pour ces personnes, pour qu'ils aillent faire les démarches dans le cadre du RSU. Parce Mhm. que, vous savez, la Motadamone, Oui. pour bénéficier, il faut que vous vous inscriviez dans le RNP et dans le RSU. Et si vous avez un score qui est inférieur à 9,32, vous êtes éligible. Et donc, on a donné un délai suffisamment important pour que les gens puissent faire les démarches, effectivement, et clarifier leur statut par rapport à la Motadamone. Donc, on n'a pas laissé des gens de côté. Toute la base a été versée dans le cadre de la Motadamone. Alors, par rapport aux 8 millions, je pense aujourd'hui, c'est un chiffre qui donne lieu à une polémique. C'est pas est-ce que c'est 8 ou 7 millions. Bon, l'important n'est pas cela. Ces gens ont accès à la couverture. Maintenant, la couverture est subordonnée au paiement des cotisations, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous avez aujourd'hui des gens qui ont des droits fermés parce qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations, ils doivent simplement payer ces cotisations pour qu'ils puissent avoir des droits ouverts et bénéficier effectivement de la couverture. Maintenant, il y a quelques millions qui ne figurent pas dans la base des TNS ou dans la base des travailleurs salariés ou dans celui d'un Motadamone, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas et qui a un score qui est supérieur à 9,32, il y a un produit qui s'appelle la Mochamil. Et il peut, avec des démarches extrêmement simplifiées, c'est-à-dire si, avec son score, il va simplement sur notre plateforme et puis s'enregistre la Mochamil. Là aussi, la cotisation n'est pas à un niveau très important. Aujourd'hui, la majeure partie de la cotisation sur la Mochamil se situe entre 145 dirhams et 200 dirhams. Donc, on est vraiment sur des niveaux de cotisation qui sont relativement faibles et accessibles. À partir de là, les gens peuvent avoir accès à la Mochamil. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas la démarche pour s'inscrire, on ne peut pas dire qu'il n'a pas accès. Il a accès, mais il faut qu'il fasse cette démarche-là et qu'il s'acquitte de ses cotisations. 3 choses pour moi pour dire que c'est accessible. Un, c'est que les cotisations ne sont pas à des niveaux qui deviennent dissuasifs pour les personnes, pour les citoyens marocains. Oui. Et si vous n'avez absolument pas la capacité de payer, vous avez la Motadamone, vous êtes vulnérable. Si votre c'est le même niveau de prise en charge et de prestation? C'est exactement le même niveau de prestation et de prise en charge que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs non salariés. Il y a même un avantage, comme je l'ai mentionné, quand on va à l'hôpital public, puisqu'on ne paie pas le ticket modérateur et qu'on est en tiers payant. Et donc, ce que je dis, c'est que, le niveau de cotisation est un niveau accessible. Les démarches sont des démarches extrêmement simplifiées. Et troisièmement, vous avez quand même aujourd'hui un produit qui donne et des services qui sont réels. Parce que nous avons des délais de remboursement qui sont autour de 8 à 9 jours. Nous avons des prises en charge qui sont rapides. Mais encore une fois, il faut que les gens fassent les démarches et qu'ils s'acquittent de leurs cotisations lorsqu'ils ont la capacité. Si le score est supérieur à 9,32, ça veut dire que le système de ciblage a considéré que ces gens-là ont une capacité à payer la cotisation. Et ces cotisations vont de 144 dirhams, 160 et quelques par la suite. Et puis après, plus le score monte, plus la cotisation monte. Mais pour une grande partie de la population encore, une fois, c'est des cotisations qui sont à des niveaux relativement faibles. Très bien. On passe à la fraude, Monsieur Boubrik. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre cette fraude aux prestations sociales? Alors, quand on parle de la fraude, la lutte contre la fraude à la CNSS, il y a 2 volets.
D'accord. Il y a le volet qui est la fraude ou l'évasion sociale, Mhm. c'est-à-dire la non-déclaration des salariés. Oui, Et puis il y a la fraude à la prestation, notamment la exact. prestation de l'assurance maladie obligatoire. Alors sur le premier sujet qui est la fraude au social ou l'évasion sociale, nous avons renforcé de manière considérable le dispositif interne de lutte contre la fraude, puisque par exemple, on a plus que doublé l'effectif des inspecteurs et des Mhm. contrôleurs aujourd'hui à la CNSS. On était à peu près sur un effectif de 140, 150 personnes. Aujourd'hui, on est sur un effectif à peu près de 340 personnes. Oui, Donc, avec des moyens considérables. On faisait à peu près 2700 missions par an. Aujourd'hui, l'année dernière, on en a fait 9000. mhm. Et cette année, on va en faire 10 000. 10 000 Très bien. missions d'inspection et de contrôle. Et donc, on renforce de manière considérable la lutte contre la fraude et l'évasion sociale. Maintenant, la fraude à la prestation, en De particulier de l'amour. l'AMO, nous avons créé au sein du pôle assurance maladie obligatoire une direction de la lutte contre la fraude, Mhm. dont l'objectif principal, justement, est de détecter la fraude et de lutter contre cette fraude-là. Cette direction compte aujourd'hui à peu près un peu plus d'une trentaine de personnes, entre Oui. 30 et 40 personnes, des personnes qui sont bien formées. Et nous utilisons notamment tous les moyens d'analyse des données, de data, pour pouvoir cibler les sources de fraude et les combattre. Et nous allons encore investir davantage, notamment dans les moyens Mhm. d'analyse des données pour pouvoir combattre cette fraude-là. Il y a eu des régularisations? On a eu beaucoup de régularisations D'accord. sur l'année dernière. Mhm. Euh, je- de mémoire, on a 140 000 salariés qui ont été Très régularisés bien. sur la partie Faute sociale. Mhm. fraude sociale. Et sur l'AMO, là aussi, on a beaucoup de dossiers de fraude qui sont instruits et qui donnent lieu parfois à des poursuites judiciaires. Très bien. Avec l'extension de la couverture sociale, comment aujourd'hui la CNSS elle garantit son équilibre, ou l'équilibre du régime? Et est-ce qu'il y a un risque de déficit à moyen et à long terme? Alors, euh, je pense que Tout le monde en parle oui. aujourd'hui. Non, la question de l'équilibre est une question qui est importante. Oui, Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand on prend l'assurance maladie, la moitié des travailleurs salariés, très bien. depuis que ce régime existe, Mhm. nous avons tout le temps enregistré des Oui, excédents. Et même cette année, on va être probablement à un excédent qui est autour de 3 à 3 milliards et demi très bien. de dirhams. Mhm. Et aujourd'hui, on a constitué des réserves qui sont très importantes, à peu près 46 milliards de dirhams en valeur comptable, donc c'est quelque chose de très important. Alors, si on prend maintenant le régime des travailleurs non salariés ou celui de la Motadamon, Mhm. euh, ce qui est important, c'est qu'il faut commencer Oui. avec un minimum de garanties. Mhm. Et les garanties qu'on a prises, c'était lesquelles? C'est en disant que si aujourd'hui, avec l'AMO des travailleurs salariés et avec une cotisation en moyenne qui est assise sur une base de 1,5 fois Oui. SMIC, si nous arrivons à 1,1, 1,2 fois SMIC pour les TNS, Mhm. même si on ne registre pas d'excédent qui est important, on serait peut-être à l'équilibre ou à un léger déficit. Mais on ne sera pas dans des déficits qui sont importants. On ne pouvait pas aller plus loin que ça parce que, à la base, on ne disposait pas des données démographiques de ces populations-là, que ce soit les TNS ou la Motadamon. Et vous savez bien que, par exemple, la consommation en assurance maladie dépend énormément de la démographie. Si vous avez une population qui est plus âgée, de 5 ou 6 ou 10 ans, elle Oui, va avoir des ça augmente. comportements de Mhm. consommation qui Mhm. sont totalement différents d'une population qui est plus jeune. Et donc, nous devions avoir déjà ces bases de données Oui. démographiques pour faire toutes les études actuarielles. Mhm. Aujourd'hui, on est en train de faire ces études actuarielles et les ajustements, s'il y a des ajustements, on les fera. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la Motadamon sur les 2 dernières années a été plutôt équilibrée, enregistrant plutôt un excédent. Sur la TNS, nous avons plutôt un déficit, mais qui n'est pas très important aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'on pilote ces études actuarielles et on ajuste les paramètres du régime en fonction de cela. Et nous le faisons avec l'ensemble des autres partenaires, c'est-à-dire sous la supervision du ministère des Finances, mais également de la HAS, de la Haute Autorité de la Santé, qui, de par la loi, est garante et a pour mission aussi de veiller à ce qu'il y ait un équilibre sur les différents régimes de l'assurance maladie obligatoire. Très bien. Il y a un volet qui intéresse aujourd'hui beaucoup les assurés, c'est celui de la digitalisation des services.
quels ont été les chantiers qui ont été menés jusque-là? Est-ce que vous prévoyez par la suite? Alors, la digitalisation fait partie vraiment du cœur de notre stratégie, avec 3 objectifs qu'on s'est donnés dans le cadre de la feuille de route de transformation digitale. Le premier objectif, c'est d'offrir une qualité de service meilleure à un coût qui est beaucoup plus faible. Oui. Le deuxième objectif étant d'utiliser pleinement la data, à la fois la data et puis aussi tout ce que nous offrent les outils d'intelligence artificielle, à la fois contre la lutte contre la fraude, pour la lutte contre la fraude, mais également pour rendre le système plus efficace. Je donne un exemple, quand on va prendre l'assurance maladie obligatoire, les questions de prévention, de prise en charge précoce, de détection des pathologies, etc. Ça, c'est des questions qui sont majeures et qui nous permettent à terme de faire des économies énormes. Si vous avez quelqu'un qui a un diabète, vous avez intérêt à ce que son diabète n'évolue pas vers quelque chose de plus grave, avec une prise en charge correcte, et n'évolue pas vers une insuffisance rénale chronique ou vers des choses qui sont difficiles d'abord pour nos assurés, et puis très coûteuses pour l'assurance maladie. Et donc, comment est-ce qu'on utilise la data et les outils aujourd'hui du digital pour mieux gérer cette partie-là? Et le troisième objectif, c'est celui de fournir les données à tout l'écosystème, que ce soit le monde académique ou les partenaires gouvernementaux ou d'autres. Alors, sur la première partie qui concerne les services, aujourd'hui, tous nos services du régime général sont digitalisés. C'est-à-dire, si vous voulez liquider votre pension, vous n'avez pas besoin d'aller en agence. Si vous voulez demander les allocations familiales, vous n'avez pas besoin d'aller en agence, et vous pouvez le faire de chez vous de manière très simple et très fluide. Le dernier service aujourd'hui qui reste à digitaliser, c'est celui de l'assurance maladie obligatoire. Nous avons initié un projet depuis maintenant 2 ou 3 mois, et ce projet-là, qui permettrait une dématérialisation de bout en bout de ce processus-là, avance assez bien. Nous pensons que la plateforme sera prête vers fin octobre. Et à partir de là, on va la déployer sur un site pilote, puis on va la généraliser après sur tout le territoire. Alors, que veut dire cette plateforme? Ça veue dire que demain, vous n'aurez plus des feuilles de soins papier à remplir. Électronique, la fameuse, et que le médecin va se charger de mettre directement sur notre portail à la fois enregistrer les actes et les prescriptions médicales ou de radiologie. Et si vous allez en pharmacie, vous allez juste vous identifier, et le pharmacien va tout de suite retrouver votre ordonnance sur le système et va l'exécuter. Et la même chose si vous allez chez le radiologue ou si vous allez dans un laboratoire d'analyse. À partir de là, les flux arrivent directement chez nous et vous êtes remboursé. Donc c'est un bouleversement assez important dans la manière dont on voit aujourd'hui l'assurance maladie. Et j'espère, et je suis assez confiant qu'on arrivera à réaliser ce projet-là dans les délais. Donc, il est prévu pour cette année, c'est ça? Disons fin octobre pour que la plateforme soit prête techniquement. Après, le déploiement sur un site pilote, on verra comment on va le faire. Et après, on va faire le déploiement sur le territoire national, une fois qu'on est sûr que l'expérience est réussie. Très bien. Monsieur Boubeli, quelle est votre vision sur la réforme de retraite qui est en cours? Je parlerai pour le côté CNSS. Oui, bien sûr, le côté CNSS. Alors, par rapport à la CNSS, il est clair que nous avons besoin de réformer le régime des pensions civiles. Parce que des pensions de la CNSS. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on regarde ce régime-là, nous avons une structure démographique qui est extrêmement favorable. C'est-à-dire nous sommes à peu près à 5 actifs pour un retraité. Et pourtant, nous atteignons déjà le déficit sur ce régime-là. Et il faut se poser la question. Et au fait, pourquoi ce régime aujourd'hui enregistre des déficits? Parce que ces paramètres techniques ne sont pas bien conçus. Et donc, il est urgent de pouvoir faire cette réforme-là. Je pense que la réforme se fera dans la concertation. Et le gouvernement et le ministère des Finances, de l'économie et des finances aujourd'hui, Madame la ministre, là, on a parlé à la volonté d'aller de l'avant, et donc j'espère que cette réforme sera faite assez rapidement. Et il y a aussi la fusion CNOPS-CNSS. Où en est le projet aujourd'hui? Est-ce qu'il va apporter concrètement aux assurés? Alors, le projet de loi est en discussion à la Chambre des conseillers, donc j'espère que le projet sera voté
lors de la prochaine session parlementaire. Et ce que prévoit le projet de loi, c'est qu'une fois que la loi est publiée, il y a un délai de 12 mois avant que la gestion du régime bascule vers la CNSS. Ces 12 mois sont nécessaires pour préparer ce transfert et pour que ce transfert se passe dans les meilleures conditions. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les gens et qu'est-ce qui ne changera pas? Ce qui ne changera pas d'abord, c'est au fait on a un transfert de la gestion, mais le régime reste le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette loi n'aborde absolument pas les paramètres du régime, que ce soit la cotisation ou que ce soit le panier ou les niveaux de remboursement. Donc, rien ne change par rapport à ça. On sait par ailleurs que le régime est déficitaire, qu'il y a besoin de revoir certaines choses, notamment au niveau des cotisations, mais ce n'est pas le sujet de cette loi-là. Cette loi-là ne fait que transférer la gestion d'un régime qui reste tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pas de changement par rapport à ça. Deuxièmement, pour les salariés de la CNOPS, il n'y aura pas de changement, c'est-à-dire il y a une garantie à la fois que leur situation future sera au moins égale à leur situation actuelle, et même leur situation ou leur localisation géographique, elle ne changera pas, c'est-à-dire les gens qui sont à Rabat, qui souhaitent rester à Rabat, vont rester à Rabat. Donc c'est très important. Et même la partie organigramme, on n'est pas dans une logique aujourd'hui de dire on va faire des fusions des organigrammes entre la CNOPS et la CNSS. Ce que ça apportera aux assurés, c'est que... Et retraités. Enfin, les retraités sont des assurés. Ce que ça apportera, c'est que, on aura une gestion unifiée qui est beaucoup plus efficace. Par exemple, sur les systèmes d'information, il nous a fallu 3 ou 4 ans pour mettre en place le nouveau système d'information AMO de la CNSS, avec des coûts qui sont importants. On économisera tous cet effort-là à la CNOPS parce qu'on mettra notre expérience au service du régime AMO public. Nos process aussi se mettront en place et l'idée c'est à la fois de prendre chez la CNOPS ce qu'il y a de meilleur, qu'ils prennent chez nous ce qu'il y a de meilleur en termes de process et de services des clients, notamment sur la partie digitale. Et donc ce qu'on vise aujourd'hui, c'est des coûts de gestion qui sont plus faibles et un service de meilleure qualité à l'ensemble de nos assurés, qu'ils soient au niveau de la CNSS, privée aujourd'hui, le périmètre aujourd'hui qui est là, ou ceux dans le futur qui concernent le secteur public. Donc ils auront les mêmes avantages. Ils auront les régimes resteront les mêmes. Et en termes de qualité de service et d'outils digitaux, l'idée pour nous, c'est quand même d'offrir tout ce que nous avons fait au service du secteur public également. Alors, on arrive à la dernière question, c'est quelle est votre vision aujourd'hui de la CNSS dans les années à venir? Et puis, quelles sont les prochaines réformes majeures qui seront mises en place pour renforcer la protection sociale? Si on regarde la loi cadre, elle est très claire, c'est-à-dire les prochaines étapes, c'est l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi et les pensions. Alors, nous, au niveau de la CNSS, aujourd'hui... Vous êtes prêts pour cette étape? Si l'État ou le législateur nous demande de nous impliquer, de contribuer, nous apporterons notre contribution. Mais c'est d'abord à l'État, au gouvernement, au législateur de décider comment il va organiser cette dernière phase de la généralisation de la protection sociale. Alors, maintenant, s'agissant de la CNSS au périmètre d'aujourd'hui, pour moi, ce qui est d'abord très important, c'est qu'on réussisse ce qu'on a commencé. Et sur lesquels on a fait des avancées majeures. Vous savez, on peut toujours regarder il faut regarder à la fois le rétroviseur et regarder devant. C'est-à-dire que quand on regarde le rétroviseur, on se dit il y a un chemin important qui a été parcouru. Et quand on regarde devant, ça nous permet de ne pas louper là où on va. Et donc pour moi, c'est très important qu'on réussisse ce qu'on a commencé, notamment sur la partie transformation digitale, qui est un gros projet. L'intégration du régime de l'assurance maladie obligatoire pour le secteur privé, qu'on augmente la qualité de service pour nos clients et qu'on agisse encore davantage en tant qu'assureur. Et un assureur, au fait, il gère le risque, notamment dans la partie maladie. Il essaye de le réduire pour apporter le meilleur service et la meilleure valeur ajoutée à la fois à ses assurés, à ses clients et à l'écosystème et à la collectivité. Monsieur Boubrick, merci beaucoup pour cet échange instructif et riche. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.